Dans ce discours, l'orateur aborde plusieurs sujets liés à l'éducation des enfants et à l'évolution de la société. Il explique que les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents et ont besoin de dépasser l'autorité pour se développer. Il soutient que les parents et les enseignants doivent être honnêtes avec les enfants, même s'ils doivent leur dire que leurs parents sont des imbéciles, afin de les aider à vivre avec cette réalité. L'orateur affirme également que les enfants nouveaux, l'enfant téflon, sont confrontés à plus de souffrances et de restrictions dans leur évolution dans la société que les adultes. Il propose donc de construire une société qui accorde plus de droits aux enfants afin de garantir également plus de droits aux adultes. Enfin, il encourage les personnes présentes à communiquer et partager ses idées pour soulager le fardeau que représentent les problèmes sociaux tels que le suicide, la délinquance et la mésadaptation sociale chez les jeunes. L'orateur pense que l'enfant nouveau peut devenir un allié pour construire une meilleure société. Le texte aborde les problèmes rencontrés par les enfants mésadaptés socio-affectifs qui ont vécu des traitements violents dans les centres d'accueil. Ces enfants ont du mal à s'adapter socialement et à exprimer leur amour de manière conventionnelle. La société est qualifiée de stupide et ne correspond pas à leurs besoins. Beaucoup de ces enfants sont traités en psychologie ou en thérapie, ce qui les conditionne dans un certain schéma comportemental. Cependant, l'auteur souligne que préparer le terrain pour ces jeunes est plus facile que de préparer la société à changer. Les jeunes sont plus facilement repérables car ils expriment leur malaise par des explosions de violence, tandis que les adultes se taisent. Il est donc important de comprendre pourquoi les jeunes explosent et de trouver des solutions adaptées pour les aider. Si de plus en plus de jeunes explosent, il ne sera pas possible de les placer dans des foyers ou des centres de réhabilitation, car il y en a trop. Il faut donc trouver de nouvelles approches pour les aider. Finalement, le texte met en évidence la nécessité de se libérer des contraintes et des lois qui limitent notre expression et notre évolution. Il est essentiel de se donner du temps et de trouver des moyens légaux pour contourner les règles farfelues qui nous entravent. Le texte souligne l'importance de ne pas être assujetti au travail tout en continuant à développer notre potentiel d'expression. Pour cela, il est nécessaire de gérer sa situation financière de manière à ne jamais en souffrir. L'idée est de pouvoir utiliser notre temps à des activités qui nous intéressent et qui contribuent à notre épanouissement personnel. L'auteur parle de la possibilité de créer un monastère où l'on consacrerait notre temps à la conscientisation et à la compréhension. Il suggère également de s'investir dans l'éducation des enfants, en mettant en place un système de formation qui réponde aux besoins actuels. En se concentrant sur les problèmes de la jeunesse, on se fait des alliés pour l'avenir et on crée un cadre acceptable pour les adultes. Travailler pour apprendre et développer son langage est essentiel pour avoir la capacité d'instruire et d'influencer positivement les autres. L'auteur donne l'exemple des paramédics qui ont finalement été reconnus et rémunérés pour leur travail, grâce à leur formation et à la pression sociale. L'idée est donc de créer la nécessité et de réussir à être reconnu et rémunéré pour notre contribution. Dans ce texte, l'auteur parle du besoin de développement personnel et de conscientisation. Il affirme qu'il est important de continuer à apprendre et à partager nos connaissances avec les autres. Il mentionne également l'importance de l'écriture et de l'expression orale. L'auteur évoque ensuite l'idée d'organiser un séminaire ayant pour objectif de pousser les participants à se surpasser et à atteindre une forme de transcendance. Il explique que cela nécessite une certaine solidité de la part des participants pour qu'ils puissent évoluer de manière positive. L'argent est également mentionné comme un obstacle potentiel à la réalisation de ce séminaire, mais l'auteur cherche des moyens alternatifs de financement via la création de sociétés. L'auteur décrit ensuite sa vision du séminaire, où il joue le rôle de provocateur pour aider les individus à se dépasser et à transcender leur ego. L'idée est de faire sortir les blocages émotionnels pour que l'intelligence puisse prendre le dessus. L'auteur souligne également l'importance d'avoir un corps physique solide pour ce processus. Il admet qu'il ne peut pas enseigner cette méthode à d'autres car cela risquerait de créer des conflits d'ego, mais il estime qu'il peut le faire lui-même car il a la maîtrise nécessaire. En conclusion, l'auteur n'a pas encore fixé de date pour le séminaire, mais il considère que ce type de travail sur soi permettrait aux individus de se libérer de leurs tensions et de réaliser leur plein potentiel. La première partie du texte met en avant l'idée que pour progresser dans une certaine voie, il est nécessaire de faire éclater les individus pour les former dans une direction spécifique. Cependant, l'auteur souligne que ceux qui éclatent doivent être capables de comprendre le but de ce processus et ne pas simplement chercher à tout démolir après. L'auteur envisage également de former des instructeurs en choisissant
Ceux qui ont le plus de potentiel. Il mentionne un séminaire ésotérique axé sur le travail d'une compagnie et explique que le temps libre doit être utilisé de manière constructive. Dans la deuxième partie, l'auteur pose plusieurs questions liées à la conscience et au temps. Il se demande comment être conscient de l'immobilité de la conscience et comment l'appliquer dans la vie quotidienne. Il interroge sur les bases pour projeter dans le temps et si la conscience peut être présente en plusieurs corps physiques et espaces simultanément. Il s'interroge également sur la différence entre un Akasha et un Gaulois, ainsi que sur une possible race de golems associée à Kefinfu en Chine. Il se demande si l'homme nouveau devra affronter ces entités. L'auteur pose également des questions sur la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor et sur le refus de fusionner avec son double éthérique. Il se demande si ce refus produit un Melchizedek planétaire et si cela est nécessaire pour contrôler un faisceau. La dernière question concerne la disparition de Daniel Kemp. Il y a plusieurs questions complexes posées dans ce texte. Elles portent sur des sujets tels que la résorption des faisceaux, l'identité d'un humain Melchizedek, les mémoires galactiques, l'évolution de l'homme, les vitesses des atomes et des corps séraphiques, le mouvement des galaxies, des superunivers et de l'univers, la tendance du contenant à ralentir le mouvement interne, la différence entre les vitesses séraphiques et melchisédiennes, l'influence des forces christiques et michaéliennes, etc. Il semble que ces questions proviennent d'un contexte mystique et métaphysique. Cependant, il est difficile de donner une réponse précise et cohérente à ces interrogations complexes sans plus de contexte ou de connaissances spécifiques. Il est suggéré que la formation de groupe est difficile en raison de l'importance des égos individuels et que les individus doivent évoluer de manière indépendante pour éviter d'être influencés par d'autres. Il est également mentionné que la création de groupes basés sur des motifs d'affaires ou d'intelligence plutôt que sur des émotions peut aider à préserver l'individualité. En somme, ce texte soulève des questions mystiques et métaphysiques complexes sans fournir de réponses claires. Il semble que ces questions demandent une réflexion approfondie et une connaissance spécifique du contexte pour y répondre de manière satisfaisante. Dans cette partie du texte, l'auteur aborde différents sujets tels que l'écriture d'un roman policier, la nécessité de rester libre pour travailler sa conscientisation, les avantages et difficultés du travail en groupe, ainsi que la question de l'ego et de l'identification. L'auteur insiste sur l'importance de développer son ego tout en étant capable de résister à toute forme d'expression d'intelligence et de se plier à celle-ci. Il soulève également les obstacles tels que la jalousie, la compétition et l'astral qui peuvent entraver le travail en groupe. Finalement, l'auteur encourage le changement et l'évolution personnelle afin de trouver un équilibre entre l'ego et l'identification. Le texte aborde différents sujets, tels que l'identité, l'apparence physique, l'intelligence et la compréhension de l'extérieur. L'auteur exprime également son opinion sur les conférenciers, les émissions de télévision et les sujets comme le suicide et l'hyperactivité. Il mentionne également sa propre expérience en tant qu'écrivain. Il estime qu'il pourrait apporter des solutions et expliquer les choses de manière simple, contrairement à d'autres invités qui n'ont rien de pertinent à dire. L'auteur souligne l'importance de la patience et de l'intelligence pour faire face aux défis et aux injustices, et mentionne qu'il faut parfois attendre le bon moment pour agir. En conclusion, il souligne l'importance de s'occuper de soi-même et de développer ses capacités avant de se lancer dans la vie professionnelle. Le texte parle de différentes notions, notamment du processus de rebirth, du passé, de la mémoire et de la relativité du temps sur Terre. Le rebirth est décrit comme un travail permettant de réajuster certains phénomènes réincarnationnels, mais qui peut aussi désajuster certains aspects de l'ego. Il ne débarrasse pas le corps des traces des émotions passées, mais réajuste les choses dans certains cas. En ce qui concerne le passé, il est souligné qu'il est fini et qu'il ne faut pas le revivre. La mémoire est décrite comme une accumulation d'énergie instantanée, qui doit être digérée. Revivre le passé n'est pas nécessaire, mais il est nécessaire de vivre et se rappeler de l'avenir, notre vie. En ce qui concerne la relativité du temps sur Terre, il est expliqué que le déplacement physique est limité par la vitesse de la lumière, mais que le mouvement planétaire et la gravité terrestre ralentissent notre déplacement relatif. En d'autres termes, notre déplacement est relatif à la différence entre notre position par rapport à la Terre, en fonction d'une chronométrie liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Dans l'ensemble, le texte aborde des concepts philosophiques et métaphysiques liés au temps, à la mémoire et à l'ego, et explore la façon dont ils peuvent être compris et travaillés dans le cadre du rebirth et de la relativité terrestre. Le texte aborde différents aspects de la relativité et de la conscience humaine.
Il mentionne que notre perception du déplacement est relative à la vitesse de la Terre et à notre environnement. Il suggère que lorsque notre conscience se désassujettit de la gravitation planétaire, nous pourrons nous déplacer plus rapidement dans le temps. Le texte souligne que le mental fonctionne plus rapidement que le cerveau et qu'il peut résoudre des problèmes de manière plus efficace si nous laissons notre esprit travailler sans interférence de l'ego. Il compare le fonctionnement du mental à celui d'un ordinateur, où les résultats sont visibles mais le processus interne reste invisible. Le texte décrit également une pyramide inversée de densification des vibrations physiques, qui peut être comprise comme les différents niveaux d'énergie auxquels nous avons accès. Il souligne que l'humain ne se désassujettit pas de tous les faisceaux, mais seulement des traces mémorielles qu'ils ont laissées. Enfin, le texte affirme que la mort du corps physique est déterminée par le besoin pour l'espace occupé d'être utilisé par quelqu'un d'autre. Dans ce texte, l'auteur aborde les thèmes des extraterrestres et des extra-galaxies, ainsi que de l'intelligence supramentale et du contrôle de l'évolution humaine. Il mentionne que les extraterrestres ont accès à cette intelligence supramentale, tout comme l'humanité, qui est capable de l'utiliser pour son propre bénéfice. L'auteur compare cette situation à celle d'un ver qui a accès à la lumière, mais qui ne peut pas en tirer profit car il ne peut pas la conserver. L'homme, en revanche, en bénéficie. Car il est opaque et peut ainsi se réchauffer grâce à la lumière. Il affirme également que les autres processus opaques qui se produisent dans la galaxie sont similaires à celui de l'humanité, et que la création d'un trou noir est un exemple de phénomène monarchique. L'auteur soutient que l'humanité est l'une des solutions à l'accident créationnel, mais que sa survie est cruciale pour continuer à être une solution avancée dans la création. Il souligne également la plurilocalisation de conscience. Il désigne la coexistence de différentes consciences au sein d'un individu. Il mentionne les différentes consciences existantes, telles que la conscience physique, vitale, astrale, mentale et supramentale, et comment elles peuvent se localiser à l'intérieur ou à l'extérieur de la création. L'auteur fait également référence aux drogués et à leurs états de conscience, en soulignant qu'ils ne vivent pas une plurilocalisation de conscience, mais plutôt une monolocalisation ponctuelle liée à l'effet de la drogue. Il conclut en disant que les états de conscience atteints par certains drogués sont similaires à ceux vécus par certains initiés, mais ne sont pas nécessairement des états de conscience supérieurs dans le sens où ils ne sont pas englobants. La personne discute de différents sujets tels que la drogue, la schizophrénie, la possession, la dépression et la création. Elle suggère que ceux qui se droguent ont accès à des vidéos et films que les autres ne peuvent pas voir, mais qu'ils sont limités dans leurs actions. Elle explique ensuite que la schizophrénie implique une possession par des entités astrales qui se nourrissent de l'énergie du schizophrène, tandis que la névrose et la psychose sont également des formes de possession, bien qu'à des degrés différents. Elle mentionne aussi d'autres problèmes de santé mentale comme la manie et la dépression et suggère qu'ils sont liés à une manipulation de l'énergie. La personne discute également de la création et suggère que celle-ci pourrait être externe à ce qui l'a créée, mais qu'elle est toujours existante et se manifeste plutôt que d'être créée. Enfin, elle explique que la force qui unit les électrons et le noyau diffère de celle qui régit le mouvement des planètes et que l'électron n'est pas sphérique mais entoure entièrement le noyau. Elle explique aussi que la rotation des planètes est due à la gravitation et au mouvement des astres dans l'univers. Finalement, elle remet en question l'origine de la conscience et de la création.